Cette carte que j'avais réalisée, qui me servait de support initial, recensait les différents conflits de la région comme suit. Alors, on peut discuter un petit peu du classement de certains d'entre eux. Là, ça concerne plutôt le début des années 2000. Je ne m'appesantis pas trop sur ce point. Vous allez voir que cette carte est de toute façon évolutive. Tout commence donc, pour l'histoire très récente, avec les guerres post-soviétiques que l'on observe en Europe de l'Est. Et en fait, une petite chose que l'on oublie, c'est que cela s'intègre dans le cadre de différents systèmes d'alliances hérités de la guerre froide. L'OTAN est bien connue, représentée dans ses limites actuelles, je reviendrai sur ce point, et il faut avoir présent l'esprit, bien évidemment, dans cette situation post-guerre froide, qu'un certain nombre de puissances sont des puissances atomiques. Elles apparaissent en fait toutes dans cette région Indo-Pacifique. Un élément que nous oublions beaucoup, c'est que l'OTAN s'est étendue durant les années 90, et depuis Moscou, cela était clairement vu comme une forme de menace. C'est en partie pourquoi Moscou et Pékin, principalement, suivis par de nombreux partenaires, ont créé l'Organisation de coopération de Shanghai, dont le but principal est de rivaliser avec l'Occident, voire de le supplanter. Nous pouvons voir ainsi un immense bloc asiatique se former, même si clairement ce bloc n'atteint pas le niveau de cohérence ni d'intégration de l'OTAN. Je reviendrai sur ce point. C'est dans ce contexte que l'Union européenne exerce son soft power sur l'Ukraine. Cela passe par la politique de voisinage, par des liens commerciaux renforcés, et on peut bien évidemment s'interroger sur le niveau d'intégration possible, sachant que les Ukrainiens n'adopteront certainement jamais le drapeau parisien. Mais je passe sur les questions culturelles qui restent un conflit potentiel entre l'Ukraine et l'Union européenne, une sorte de Hongrie puissance 10. Face à cela, Moscou a répliqué, comme chacun sait, en reprenant possession de la Crimée et de l'Est de l'Ukraine, par des moyens encore relativement détournés, je dis bien relativement, passons les détails, et c'est aussi une période où Ankara est rivale de la Grèce pour le contrôle de la mer Égée, ce qui a occasionné des troubles à l'intérieur même de l'OTAN. Qui plus est, nombre de conflits évoluent, notamment dans la région de la Corne de l'Afrique. Également, Hong Kong est en très forte agitation. À la suite de ça, en 2022, Moscou prend l'offensive, cette fois-ci pour de bon en Ukraine, en envoyant son armée dans le pays. Cette offensive s'accompagne également d'une guerre hybride intentée à l'Union européenne, notamment aux pays baltes, à l'Allemagne, à la France, qui subissent toutes sortes d'attaques dans l'espace numérique. C'est le moment où l'OTAN achève son élargissement aux pays nordiques, la Finlande et la Suède qui apparaissent ici, et nous entrons donc dans le premier conflit interétatique de forte intensité depuis des décennies, qui plus est, sur le sol européen. Cela crée une profonde instabilité, et un autre pays emboîte le pas à la Russie, cette fois-ci, c'est l'Azerbaïdjan qui en profite pour reprendre le contrôle du Haut-Karabakh au détriment de l'Arménie et avec le soutien assez net de la Turquie qui elle-même est un membre de l'OTAN. Autrement dit, le défi lancé à l'OTAN dans l'espace ukrainien a ouvert des opportunités dans une région différente, à savoir le Caucase. Cela s'est également traduit par une forme de guerre hybride menée par l'Azerbaïdjan contre notoirement la France et plus précisément l'outre-mer français. Autrement dit, on peut se demander à quel point l'Azerbaïdjan, étroitement lié à Moscou pour des questions pétrolières et des questions historiques, n'est pas téléguidé par le Kremlin. Comme chacun sait, le Moyen-Orient commence à s'enflammer. À partir de là, il faut bien avoir présent à l'esprit que la Chine renforce considérablement sa pression en mer de Chine méridionale et à l'encontre de Taïwan. Ceci est la toile de fond parfaitement incontournable de tout ce qui s'observe sur ce que l'on pourrait appeler le front ouest, vu depuis l'Organisation de coopération de Shanghai. Alors, pour en revenir à Israël, l'une des questions est de savoir à quel point le Hamas était en lien avec Téhéran pour planifier ces attentats. Je n'insiste pas sur ça. De même, on pouvait se demander là encore à quel point Moscou tirait les ficelles. Peu importe la réponse, les puissances régionales peuvent tout à fait tirer profit d'une déstabilisation
pour essayer d'avancer leurs pions. Téhéran ayant aussi des pions avec les Houthis du Yémen et avec le Hezbollah du Liban. Cela donne le panorama de la région et explique que nous avons une chaîne de conflits qui se suit de l'est de l'Ukraine au détroit de Bab el-Mandeb, qui correspond pratiquement à la zone tampon entre l'OTAN et l'Organisation de coopération de Shanghai. Alors, cette proximité déjà doit nous interpeller, ce n'est pas une stricte coïncidence. Nous le savons déjà, le Moyen-Orient a commencé à s'embraser dans la foulée de ces attentats, de ces attaques, et toute la Palestine a été touchée par la guerre, du Liban à la bande de Gaza. À ce stade, néanmoins, il n'y a pas à redouter, à partir de ce conflit très régional, un embrasement généralisé. Les choses se compliquent un petit peu lorsque l'Inde, pays le plus peuplé au monde, réactive un conflit avec le Pakistan pour le Cachemire. Les deux sont des puissances nucléaires, les deux sont des puissances régionales, les deux sont aussi membres de l'Organisation de coopération de Shanghai. Quand je disais que cette organisation n'était pas très intégrée au même titre que l'OTAN, je ne me trompais pas. Vous pouvez d'ailleurs constater ici que le Pakistan est étroitement lié aux principales influences, sinon alliances régionales. Je parle ici d'influence car il y a la présence très forte des Pashtuns au Pakistan, en lien étroit avec les Pashtuns d'Afghanistan, qui ont composé l'essentiel des contingents des talibans, bien évidemment, marque aussi un ancrage du pays dans les dynamiques islamistes, en plus d'être étroitement lié aux États-Unis d'Amérique et d'être membre de l'Organisation de coopération de Shanghai. Comment basculera ce pays dans les années à venir, c'est un point sans doute à observer de très près.